Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Le tribunal judiciaire de Marseille n'avait jamais connu une matinée aussi singulière. Ce mardi-là, la salle d'audience 4 était censée juger une affaire civile banale, un litige commercial entre deux anciens associés, dont l'un accusait l'autre de détournement de fonds. Mais à 10h12 précise, un silence étrange envahit la pièce quand un jeune garçon franchit les grandes portes en bois du tribunal. Il avait 8 ans. Cheveux châtain clair soigneusement coiffés, lunettes rouges légèrement trop grandes pour son petit visage, un classeur en plastique bleu dans une main et un livre sous l'autre bras, Code civil illustré pour les enfants. Personne ne comprenait ce qu'il faisait là. La greffière hésita à intervenir, le public murmurait, l'avocat de la partie civile haussa un sourcil ironique. Mais le président du tribunal, maître Hélène Garnier, une magistrate au regard perçant et à la voix posée, leva la main pour faire taire la salle. « Qui êtes-vous, jeune homme » demanda-t-elle d'un ton plus intrigué que contrarié. L'enfant répondit, sans une once d'hésitation, « Je m'appelle Louis Marchand. Et je viens pour défendre mon père, accusé à tort. » Un rire étouffé monta du fond de la salle. Le bâtonnier présent pour représenter la défense, maître Valentin Dumas, resta bouche bée. Louis s'approcha du pupitre. Il n'avait pas l'air intimidé. Il ouvrit son classeur et sortit un graphique imprimé, une courbe montrant les mouvements bancaires liés à l'entreprise de son père. Voici une preuve que le virement qui l'incrimine a été réalisé 2 jours après que sa carte d'accès au compte a été désactivée. J'ai également récupéré les métadonnées prouvant l'origine IP du transfert. Un journaliste local, accrédité pour couvrir le procès, stoppa sa prise de notes et leva les yeux, interloqué. La magistrate fronça les sourcils. « Monsieur le greffier, veuillez consigner cette déclaration. » L'enfant poursuivit. Il cita le Code civil, article 1240, comme s'il récitait une poésie. Il se tourna vers le témoin à la barre, l'ancien associé de son père, et lui posa une question simple mais dévastatrice. « Vous avez dit que vous étiez avec mon père à 17h30 le 12 janvier, mais vous donniez une conférence à l'hôtel Intercontinental ce jour-là à la même heure. Voici la vidéo. » Il brancha une clé USB sur le projecteur, et la vidéo apparut sur l'écran de la salle. Le témoin blêmit. La salle tomba dans un silence pesant. L'enfant continua, « Je ne suis pas avocat. Je suis juste un fils qui lit beaucoup, parce que mon père m'a toujours appris que la vérité mérite d'être défendue, même quand on est petit. » Les membres du jury populaire commencèrent à échanger des regards inquiets. Le procureur, maître Lemoine, se leva, demandant une suspension d'audience. Mais madame la présidente leva la main, « Non. Cet enfant mérite qu'on l'écoute. » Continue, Louis. Louis sortit une deuxième feuille. C'était un tableau comparatif des mouvements comptables de l'entreprise sur 6 mois. Il pointa du doigt une anomalie, ces montants ont été artificiellement déplacés. Vous avez un trou de 24 heures dans les journaux comptables. J'ai fait une sauvegarde du cache des pages du site bancaire. Voici les captures d'écran. Le juge auxiliaire murmura à l'oreille de la présidente, « Il vient d'expliquer en 5 minutes ce que 2 experts n'ont pas su clarifier en 6 semaines. » Le public était bouche bée. Les avocats tentaient tant bien que mal de rattraper la logique implacable du garçon. Une avocate junior assise au fond de la salle chuchota à son confrère, « Ce gamin est un génie. Il pourrait intégrer la fac de droit demain. » Mais Louis, lui, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Quand la juge lui demanda « Pourquoi fais-tu tout ça, Louis ?» il répondit simplement « Parce que mon papa n'a plus les moyens de se payer un avocat. Et moi, je l'aime. » L'émotion traversa la salle. L'un des jurés essuya discrètement une larme. La présidente ordonna une suspension exceptionnelle pour permettre l'examen des documents fournis. Avant de sortir, elle s'approcha du jeune Louis et dit « Tu viens de rappeler à ce tribunal pourquoi nous avons prêté serment. » Dans les couloirs du tribunal, tout le monde parlait du garçon. Les secrétaires, les avocats, les journalistes. On l'appelait déjà le petit avocat de Marseille. Sur les réseaux sociaux, les premières images de lui brandissant ses graphiques firent le tour de la toile.
Et ce n'était que le début d'un procès qui allait bouleverser la justice française. Dès le lendemain, la salle d'audience du tribunal judiciaire de Marseille était méconnaissable. Ce n'était plus une affaire commerciale quelconque. Le nom Louis Marchand flottait dans les couloirs comme une légende en devenir. Les bancs réservés au public étaient remplis bien avant l'ouverture de la séance. 2 caméras accréditées par le ministère de la Justice couvraient désormais les débats pour une émission spéciale sur France 3 Provence. L'enfant qui avait retourné la séance la veille était assis à côté de son père, calme, vêtu d'un costume gris perle qui lui tombait encore un peu large. Il tenait un cahier quadrillé, des feutrés, un marque-page en forme de balance. Lorsque la séance reprit, la présidente Garnier annonça qu'après consultation collégiale exceptionnelle, Louis serait autorisé à intervenir à condition de ne pas interrompre ni influencer les parties de manière directe. Autrement dit, il avait gagné sa place à la table, mais devait jouer avec les règles. Ce qui ne l'empêcha pas de briller. À peine l'avocat de la partie civile, maître Stéphane Villemain, eut-il terminé de présenter un tableau chronologique des faits, que Louis leva la main. Madame la présidente haussa les sourcils mais accepta d'entendre sa remarque. Maître Villemain vient d'affirmer que la signature de mon père sur l'accord du 14 mars a été certifiée par un huissier. Pourtant, j'ai contacté l'étude en question, et elle m'a confirmé par mail qu'aucun de ses clercs n'était présent ce jour-là. Voici le courrier. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. L'avocat tenta de minimiser. Monsieur le Président, Madame la Présidente, ce garçon n'est pas officiellement avocat, je demande que ses propos soient effacés du compte-rendu. Mais Louis se leva et ajouta, je suis peut-être un enfant, mais le faux témoignage reste un délit, même pour les adultes. La présidente Garnier retint un sourire, puis répondit, les faits évoqués seront vérifiés. Et nous ne pouvons ignorer les documents apportés. Les jurés commencèrent à se pencher sur leurs notes. Louis continuait. Il avait repéré des incohérences dans les justificatifs de virement. Il montra que certaines sommes, supposées avoir été transférées par son père, provenaient en fait d'un compte dormant, jamais déclaré dans le bilan officiel. Il projeta sur l'écran de la salle un graphique coloré de ses propres mains. Cette ligne verte, c'est le compte actif. En rouge, le compte dormant. Et en orange, les flux qu'on dit internes. Sauf que ce sont des flux externes. La preuve? Regardez le code SWIFT. Il appartient à une banque luxembourgeoise. Le silence fut total. Un avocat stagiaire assis au fond glissa à sa collègue, il comprend la fiscalité mieux que moi après 2 ans d'école de droit. L'huissier, habituellement impassible, leva un sourcil. Louis poursuivit avec un aplomb glaçant pour les professionnels. Il commença à citer le Code de commerce, notamment l'article L.123-14 sur la régularité des écritures comptables. Puis il s'adressa directement à l'expert comptable du plaignant, convoqué pour témoigner. Monsieur Dufour, vous avez signé un rapport certifiant la sincérité du bilan 2022. Or, cette année-là, le cabinet dont vous êtes associé a été placé sous enquête disciplinaire pour manquement à la déontologie. C'est dans Le Monde, page économie, édition du 4 février. Vous confirmez? Le témoin, visiblement déstabilisé, bafouilla une réponse inaudible. La présidente Garnier intervint, veuillez répondre clairement, monsieur. Et l'homme finit par lâcher, oui, nous avons eu une enquête. Louis hocha la tête et se rassit. Il n'avait pas besoin d'en faire plus. Il savait que ses flèches avaient atteint leur cible. Pendant la pause déjeuner, les chaînes d'information locales rediffusaient déjà les moments forts de la matinée. Les internautes se divisaient, certains s'inquiétaient de l'exploitation d'un enfant dans une affaire d'adulte, d'autres le qualifiaient de Mozart du droit français. Louis, lui, restait concentré. Il ne parlait pas à la presse. Il écrivait dans son carnet. Sur la première page, on pouvait lire « Ne pas humilier ». Montrer. Et toujours prouver. L'après-midi, Louis frappa encore plus fort. Il déclara que les arguments de la partie adverse reposaient sur une erreur de calcul fiscal. Il expliqua, chiffre à l'appui, qu'une TVA avait été calculée 2 fois sur une même opération. Pour le prouver, il sortit une facture. Pas une photocopie. L'original, signé à l'encre bleue. Comment l'avait-il obtenu?
en allant la chercher lui-même à l'entreprise en question, la semaine précédente. Le patron de l'entreprise, appelé à la barre sur-le-champ, confirma que Louis s'était présenté, poli, muni d'un badge scolaire et avait demandé le document au nom de la vérité. C'était trop. Maître Villemain explosa. Ce n'est pas un procès, c'est un cirque. Je refuse de continuer si ce garçon intervient encore. La présidente, glaciale, répondit, ce garçon vous oblige à faire votre métier correctement. Et si vous en êtes incapable, je suis certaine qu'il y en a d'autres qui rêveraient d'avoir sa rigueur. La journée se termina avec une phrase de Louis qui résonna dans toute la salle. J'ai 8 ans. Je ne suis pas avocat. Mais je sais que mentir, c'est tricher. Et tricher, c'est perdre. Quelques jours plus tard, le climat avait radicalement changé. Ce qui avait débuté comme une révélation bouleversante s'était transformé en guerre de crédibilité. Louis Marchand, le petit prodige que tout Marseille encensait, était devenu la cible d'une campagne de discrédit soigneusement orchestrée. Les couloirs du tribunal n'étaient plus remplis d'admiration mais de murmures suspicieux. Les avocats baissaient la voix quand ils passaient. Même les agents de sécurité, autrefois souriants, détournaient le regard. Tout avait commencé par un article publié dans le Courrier provençal. Le petit avocat manipulé? Des experts remettent en question l'indépendance de l'enfant star. L'auteur, un journaliste d'investigation connu pour ses scoops controversés, affirmait que Louis avait été coaché en secret par un ancien magistrat radié du barreau, proche de la famille. L'article citait des sources anonymes, évoquait des documents transmis de manière illicite et insinua même que Louis n'aurait jamais dû avoir accès à certaines pièces du dossier. Les réseaux sociaux, d'abord fascinés par l'intelligence du garçon, devinrent rapidement le théâtre d'un débat toxique. Les commentaires se durcirent. Il est doué? Ou juste utilisé? C'est un enfant ou une marionnette médiatique? Qui tire les ficelles? Le lendemain, dans la salle d'audience, le ton changea brutalement. Maître Villemain, l'avocat de la partie adverse, arriva avec un dossier intitulé Demande d'invalidation des interventions du mineur Louis Marchand. Il accusa la défense d'avoir rompu le principe d'équité. Il est impossible que cet enfant ait préparé seul des analyses aussi fines. Je demande que tous ces apports soient écartés. La salle fut saisie. Louis, assis aux côtés de son père, devint livide. La présidente Garnier, bien que visiblement peinée, ne put ignorer la demande. Elle suspendit la séance pour consulter les textes. Le Code de procédure civile ne prévoyait pas de disposition précise sur la participation active d'un mineur à la stratégie de défense, du moins pas dans ce contexte. Après 1 heure de délibération, la présidente revint avec un visage fermé. Elle annonça, d'une voix neutre. Afin de préserver l'intégrité de la procédure, le tribunal décide que M. Louis Marchand ne pourra plus intervenir dans le cadre des débats. Il n'y eut ni protestation ni applaudissement. Juste un vide. Le garçon baissa les yeux. Son père posa une main sur son épaule, mais Louis ne bougea pas. Son monde, bâti sur des convictions et la force de ses preuves, venait de s'écrouler en silence. Les jours suivants furent les plus durs. Louis cessa de venir au tribunal. Il ne voulait plus voir les bancs, ni les juges, ni les dossiers. Chez lui, il restait enfermé dans sa chambre, le rideau à demi tiré. Il avait rangé son classeur, son code civil, ses stylos. La télévision parlait encore de lui, mais il refusait de regarder. Un soir, il demanda à son père. « Est-ce qu'ils avaient raison, papa? Est-ce que j'ai triché sans le savoir? » Et son père, la voix tremblante, répondit. « Non, mon fils. Tu leur as juste fait peur. Parce que tu es libre. Parce que tu n'avais rien à cacher. » Mais même ces mots ne suffisaient plus. L'école avait suspendu ses cours pour lui donner du temps. Certains parents se plaignaient de la médiatisation. Un camarade de classe lui avait écrit une lettre disant « Tu croyais être un héros, mais t'as juste foutu le bazar. » Louis, l'enfant prodige, le garçon que tout le monde écoutait, n'entendait plus que le doute. Il avait même commencé à douter de ses propres intentions. Dans un moment de lucidité, il écrivit dans son carnet. « Je voulais aider. Je voulais que mon père soit cru.
Mais maintenant, c'est moi qu'on accuse d'avoir trop bien fait. Un soir pourtant, une lettre arriva par la poste. Une simple enveloppe Kraft. À l'intérieur, un mot manuscrit signé de la présidente Garnier elle-même. Cher Louis, La justice est parfois lente. Et parfois injuste. Mais ce que tu as fait n'est ni une erreur ni un excès. C'est ce que nous devrions tous faire, chercher la vérité sans peur. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer ta voix. H.G. Louis relut la lettre plusieurs fois. Puis il la posa sur son bureau. Il se leva, attrapa son classeur rangé sous le lit, et l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille blanche, vierge. Il la titra au crayon gris. Plan C? Ce n'était pas encore la fin de l'histoire. C'était juste la nuit avant l'aube. C'était un vendredi matin brumeux à Marseille. Le tribunal judiciaire semblait endormi, presque résigné à conclure une affaire qui avait dérapé au-delà de toute attente. L'opinion publique s'était fatiguée. Les médias avaient tourné la page. Les réseaux sociaux, si prompts à hisser Louis Marchand au rang d'icône, avaient changé de sujet. Même la présidente Garnier, habituellement rigoureuse, avait l'air lasse. Le père de Louis, M. Marchand, semblait seul, abandonné par la frénésie qui avait autrefois animé les débats. Il ne restait que les procédures, les avocats, les plaidoiries attendues et le silence. Mais à 10h07 précisément, la porte de la salle s'ouvrit. Une silhouette familière apparut. Louis? En costume bleu marine, cheveux tirés en arrière, tenant dans les mains une boîte cartonnée blanche, sur laquelle était collée une simple étiquette « Plan C ». Il avança, sans un mot, jusqu'à la table de son père, posa la boîte et se tourna vers la présidente. « Madame la présidente. Puis-je déposer de nouveaux éléments au dossier? Ce sera ma dernière intervention. » Un silence absolu. Un avocat voulut protester, mais Garnier leva la main. Elle fixa Louis longuement. Puis dit simplement: « La justice ne refuse pas la vérité. Vous avez la parole. » Roues ouvrit la boîte. À l'intérieur, un classeur, une clé USB et un cahier d'écolier avec un post-it jaune, à lire en dernier. Il sortit d'abord la clé USB et la transmit au greffier. L'écran s'alluma, projetant un enregistrement vidéo. C'était un témoignage, un ex-salarié de l'entreprise adverse, visage flouté, voix modifiée, mais propos limpides. J'ai reçu l'ordre de créer de fausses écritures comptables. On m'a demandé de modifier la date des virements pour faire porter la faute sur M. Marchand. Quand j'ai refusé, on m'a licencié. Ce gamin? Louis m'a trouvé, m'a écouté. Il est plus honnête que tous les adultes de cette salle. La salle entière était figée. Puis Louis présenta un audit commandé à une société suisse indépendante. Il en lut un extrait. Les mouvements litigieux apparaissent comme artificiels. Ils ne correspondent à aucune opération réelle identifiable. Ils ont été insérés en contournant les protocoles standards. En résumé, ils ont été falsifiés. Maître Villemain se leva, furieux. Objection. Cette société n'a pas été agréée par le tribunal. Mais Louis, sans le regarder, répondit: « Pourtant vous, maître, avez validé comme preuve une déclaration signée par votre propre client. Alors, qui est le plus neutre ici? » Rire nerveux. Soupir. La présidente Garnier demanda à voir le reste du contenu de la boîte. Louis sortit un manuel de droit commercial, où il avait surligné plusieurs passages. Notamment l'article sur la responsabilité du dirigeant en cas de manipulation comptable. Et un autre, plus discret, sur le droit à la défense même pour les mineurs. Puis il tendit le cahier d'écolier. La juge l'ouvrit. À la première page, un schéma à la main. Un organigramme. Celui du réseau de complicité derrière les accusations contre son père. Il y avait des noms, des liens, des dates. Et un mot souligné en rouge. Mobile? Je ne suis pas un génie. J'ai juste pris le temps de tout écouter. Même ce que les adultes n'osaient pas dire à voix haute. Était écrit à la dernière page. Madame la présidente reposa le cahier, lentement. Puis elle prit la parole, les yeux brillants.
Louis Marchand. Je ne sais pas ce que vous deviendrez dans la vie. Mais aujourd'hui, vous nous rappelez que la justice ne se mesure pas en années d'expérience, mais en sincérité, en lucidité et en courage. La salle se leva. Le jury aussi. C'était un moment suspendu. Un instant où l'on oublie les titres, les fonctions, les règles et où ne reste que la vérité nue, portée par un garçon de 8 ans. Le verdict fut rendu à huis clos 3 jours plus tard. Monsieur Marchand fut innocenté, l'entreprise plaignante condamnée pour abus de procédure et falsification de documents. Louis, quant à lui, reçut une lettre officielle du ministère de la Justice, lui proposant de rejoindre un programme spécial pour jeunes talents juridiques. Le barreau de Marseille, dans un geste symbolique, l'invita à siéger en tant qu'observateur junior lors d'une session inaugurale. Mais ce n'est pas ça qui comptait le plus. Dans la dernière scène, Louis est assis dans un petit café marseillais avec son père. Devant eux, 2 glaces à la vanille. Louis rit, pour la première fois depuis longtemps. « Papa, tu sais quoi? J'ai peut-être sauvé ton honneur, mais c'est toi qui m'as appris ce que c'est que la justice. » Son père sourit, les yeux humides. « Et toi, Louis, tu viens de m'apprendre ce qu'est le courage. »